Après avoir effectué quelques rappels, nous allons aujourd'hui aborder de nouvelles notions dans une partie qui s'intitule « Effort physique et dépenses énergétiques ». Voici un graphique qui montre la puissance musculaire développée par un cycliste lors d'une étape du Tour de France. On remarque que l'effort physique entraîne une augmentation de la puissance musculaire développée, ce qui veut donc dire que les dépenses énergétiques pour favoriser l'activité musculaire lors de cet effort vont devoir elles aussi augmenter. Je vous rappelle, nous avons vu ça dans la vidéo précédente, que l'énergie nécessaire pour le muscle est produite lors de la respiration cellulaire qui correspond à l'oxydation du glucose pour produire de l'énergie qui servira au fonctionnement musculaire ou à la production de chaleur par exemple. Comment le muscle se procure-t-il l'énergie nécessaire pour son fonctionnement lors d'un effort physique? Nous allons dans un premier temps observer l'évolution de la consommation en dioxygène du muscle lors d'un effort physique. La courbe représente la consommation en dioxygène cumulée en fonction du temps. Deux enregistrements ont été effectués chez le même sujet, un enregistrement de la consommation en dioxygène au repos et un enregistrement de la consommation en dioxygène lors d'un effort ou après un effort physique de 20 secondes de flexion, toujours chez le même sujet. Nous nous apercevons que la consommation cumulée en dioxygène lors du repos avoisine les 1 litre en 4 minutes, alors que la consommation en dioxygène après l'effort de 20 secondes avoisine les 2,5 litres en 4 minutes. On en déduit donc que l'effort physique entraîne une augmentation de la consommation en dioxygène, ce qui traduit une augmentation de cette consommation au niveau musculaire. Demandons-nous maintenant si cette consommation en oxygène peut être un phénomène limitant lors de l'effort physique. Pour cela, abordons la notion de VO2 max. Sur ce graphique, vous observez l'évolution de la consommation d'oxygène en fonction de l'intensité de l'exercice. Vous remarquez que pour des intensités croissantes au début de l'enregistrement, on a une augmentation constante de la consommation en oxygène. À partir d'une certaine intensité d'exercice, nous remarquons que la consommation en oxygène se stabilise et devient donc constante. La consommation de l'oxygène devient alors maximale, et ce, quelle que soit l'intensité de l'exercice. Cette valeur est appelée le VO2 max. C'est donc un facteur limitant pour l'effort physique qui peut être amélioré par l'entraînement. Nous le verrons lors de la séance d'exercice que nous ferons en classe. Intéressons-nous maintenant aux réserves énergétiques. Ces réserves sont de deux types. Du glycogène, qui est une forme de stockage du glucose, et des triglycérides, qui est une forme de stockage des acides gras. Je vous rappelle que glucose et acides gras sont des nutriments qui sont donc directement utilisables par le muscle pour effectuer la respiration cellulaire. Ce graphique nous montre la répartition des différentes réserves dans les différents tissus de l'organisme. On s'aperçoit que les tissus adipeux constituent le principal lieu de réserve des triglycérides. Pour un homme de 70 kg, on a 10 à 15 kg de triglycérides stockés dans les tissus adipeux. Le glycogène, quant à lui, est retrouvé dans le foie et dans les muscles. Voyons maintenant comment évolue l'utilisation de ces réserves au cours d'un effort physique. Ce graphique montre l'évolution des sources et des dépenses énergétiques au cours d'un exercice d'intensité croissante. Nous remarquons que les dépenses énergétiques augmentent avec l'intensité de l'exercice. Elles sont en gros de 10 kJ par minute au repos pour atteindre plus de 80 kJ par minute pour une intensité de l'exercice de 72% du VO2 max.
Attardons-nous maintenant sur les différentes sources énergétiques utilisées lors d'un effort physique. Nous nous apercevons qu'au repos, ce sont essentiellement les acides gras libres plasmatiques qui proviennent de la dégradation des triglycérides stockés dans les tissus adipeux qui sont utilisés. Lorsque l'exercice débute, on s'aperçoit que d'autres réserves énergétiques sont utilisées, en particulier le glycogène musculaire et d'autres sources lipidiques qui proviennent en particulier des muscles. Il est important à noter que lorsque l'intensité de l'exercice est importante, c'est le glycogène musculaire qui est la principale source énergétique utilisée. Comme les dépenses énergétiques augmentent avec l'exercice physique, et donc l'utilisation des réserves, étudions maintenant comment l'activité physique peut lutter contre l'obésité. Ce graphique représente la variation moyenne de la masse maigre, de la masse grasse et du poids total chez des individus modérément obèses soumis à différentes conditions. Dans un premier temps, un régime seul est appliqué. Nous remarquons que la perte de poids total est de 5,8 kg. Cette perte de poids se compose de 4,6 kg de masse grasse et de 1,2 kg de masse maigre. La masse musculaire est appelée masse maigre, alors que la masse graisseuse est appelée masse grasse. Lorsque les individus pratiquent une activité physique seule, nous nous apercevons que la perte de poids total est certes plus faible que lors d'un régime seul, 5,3 kg, mais la perte de masse grasse est beaucoup plus importante. La différence de poids total s'explique par un gain de masse maigre. Évidemment, lorsque l'on fait une activité physique, on prend du muscle et donc on gagne du poids musculaire. Lorsque les sujets associent un régime et une activité physique, nous nous apercevons que la perte de poids totale est de 6 kg. Sur ces 6 kg, on a 6,5 kg de masse grasse perdue et un gain de 0,5 kg de masse maigre, 0,5 kg de muscle gagné lors de cet effort physique. On remarque donc que l'activité physique permet de lutter contre l'obésité en utilisant principalement les réserves graisseuses situées dans la masse grasse. Cette partie est maintenant terminée. Répondez maintenant aux questions du QCM pour voir si vous avez bien tout compris. Et n'hésitez pas à me poser des questions lors de la séance en classe. Bon courage!